Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, rebonsoir, si vous êtes avec nous déjà depuis 18 h. Un message avant d'entrer dans le vif du sujet. En ce moment même, jusqu'à minuit, une offre exceptionnelle d'abonnement à Mediapart. 4 mois pour 19 €. N'oubliez pas, seuls les lecteurs de Mediapart peuvent acheter Mediapart. Foncez, abonnez-vous. Voilà, notre grand débat de ce Mediapart Live est consacré au football. N'ayez pas peur, nous sommes là. Peut-être pourquoi le football sur Mediapart, ça peut vous sembler quelque peu incongru. La réponse tout de suite avec vous, Jérôme Latta, vous êtes rédacteur en chef des Cahiers du football. Voilà, et journaliste pour Regard. Voilà, donc pourquoi parler de football sur Mediapart alors qu'on en parle déjà tout le temps en temps ordinaire et qu'on va en parler encore plus au cours des semaines à venir. Alors on peut essayer d'en parler différemment. Et on peut aussi surtout s'interroger sur les raisons de cette omniprésence. Pourquoi est-ce que le football a pris une place aussi importante dans l'espace public? Pourquoi est-ce qu'il suscite en permanence des polémiques qui prennent des proportions, voire des disproportions nationales? Alors, pour formuler ça autrement, comment est-ce que le football a pu à ce point sortir des stades pour occuper la cité? Alors, en préambule, je voudrais adresser en tant que passionné de football, un message de paix et de concorde à ceux qui détestent le foot et qui peut-être nous regardent ce soir, qui font l'effort de nous regarder. Nous sommes, nous passionnés de football, les premiers à déplorer cette omniprésence et cette instrumentalisation permanente du football. Et au point qu'on a le sentiment que notre passion est instrumentalisée et que le football lui-même ne s'appartient plus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, je crois qu'il y a une très bonne raison de s'intéresser au football, et elle tient au fait que depuis une vingtaine d'années, le football a été le théâtre, le lieu d'expérimentation, le laboratoire de beaucoup de politiques, d'évolution, de transformation, de discours, d'idéologies qui se sont produites, qui ont été mises en œuvre dans l'ensemble de la société. Alors en particulier, et en tout premier lieu, on peut parler d'une sorte de révolution libérale assez spectaculaire qui s'est traduite notamment par une dérégulation massive, une concentration des richesses au sein d'une petite élite de clubs, par aussi une politique, des mécanismes d'éviction du public populaire. Voilà. Une sorte de gentrification du stade. Voilà, qui passe notamment par une gentrification du stade qu'on va évoquer. Alors la FIFA, on le sait aussi, incarne désormais un pouvoir politique opaque, antidémocratique, corrompu. On a aussi vu en France les pouvoirs publics mettre en œuvre, expérimenter différentes méthodes de répression et de privation de liberté sur les supporters. On va en parler également. Et enfin, et ça, nul ne peut l'ignorer, qu'il aime le foot ou pas, le football, et en particulier l'équipe de France, ont cristallisé et exacerbé des crispations identitaires à l'œuvre dans l'ensemble de la société. Voilà, ce sont les 3 parties. Ce débat va s'organiser en 3 parties de 45 minutes. Petite référence au football. Donc, en effet, l'euro, à quel prix? La facture qui s'annonce salée au sens propre comme au sens figuré quand on parle de privation de liberté publique pour les supporters notamment. Comment être progressiste et aimer le foot? Comment peut-on être encore passionné de football tout en étant conscient de ce qui s'y trame dans ce monde gouverné par l'argent et souvent entaché par la corruption? Mais pour commencer ce premier débat que nous allons mener ensemble avec Michael Achdenberg de Mediapart, les Bleus pris dans le piège identitaire. Bonsoir Michael. Bonsoir, c'est le thème effectivement du premier débat. Peut-être pour commencer, justement, Jérôme, tu peux nous remettre un peu en perspective tout ça. Ces dernières années, depuis quand et comment est-ce que les Bleus sont devenus un tel enjeu et une telle crispation identitaire? Oui, alors il faut faire vite. On va dire que le point de basculement, le tournant, il est connu de tout le monde. C'est la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde en 1998. Donc un moment où l'équipe de France et les Bleus ont été célébrés comme des symboles d'une France multiculturelle, harmonieuse, avec la France Black Blamber. Et puis après, le retour de balancier a été progressif, mais il a été très violent. Alors il y a toute une litanie d'incidents, de scandales, d'affaires, tous montés en épingle ou qui ont tous une résonance extrêmement importante. Et qui, alors, dans cette série, évidemment, le point culminant, c'est la Coupe du Monde 2010 avec la grève du bus, la mutinerie de Nisna, les insultes de Nicolas Anelka.
etc. Et à ce moment-là, enfin particulièrement à ce moment-là, mais ça a été une évolution assez longue, on a vu que le footballeur qui était admiré, érigé en modèle en 98, était maintenant de plus en plus systématiquement stigmatisé, en particulier pour ses origines, au travers de sa mentalité, de son comportement. Et on lui a reproché, alors beaucoup par une frange assez réactionnaire des éditorialistes, des médias, des politiques, on lui a reproché de ne pas respecter les valeurs du maillot, enfin le maillot national, de ne pas chanter la Marseillaise, et de ne pas être digne d'une sélection d'une sélection dont les internationaux doivent maintenant afficher une exemplarité sans faille. Voilà, merci pour ces explications. Je vais vous présenter, pour mener ce débat, nos invités de ce soir, un plateau riche en testostérone. Sachez que ici à Mediapart, nous avons lancé de nombreuses invitations à des femmes aussi pour parler de football, parce que ce n'est pas un sujet strictement masculin. Seule Cécile Chartrain, qui nous rejoindra dans ce troisième débat consacré au football, a répondu positivement. Voilà pour l'explication. Laissez-moi vous présenter Julien Sorez. Julien Sorez, bonsoir. Vous êtes historien du sport et co-animateur avec Stéphane Beau du séminaire football et société à l'ENS. Patrick Mboma, ancien joueur passé par le PSG. Le PSG. Nul n'est parfait, j'ai envie de vous dire, Patrick Mboma. Pardon. Vous êtes un international camerounais et ballon d'or africain en 2000 notamment. Jamel Sanjak, bonsoir, vous êtes le président de la Ligue Île-de-France de football. J'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Pascal Blanchard, vous êtes historien spécialiste de l'Empire colonial français. Vous avez publié récemment aux éditions La Découverte Vers la guerre des identités. Et vous préparez également un documentaire sur les Bleus, une autre histoire de France qui sera diffusée en septembre sur France 2. Bonsoir. Bonsoir. Claude Leroy, bonsoir, alias le sorcier blanc. Actuel sélectionneur du Togo, vous avez aussi sévi par le passé au Cameroun, au Sénégal, au Congo, au Ghana. La liste est assez impressionnante. Et enfin, je vous présente à nouveau Jérôme Lata, rédacteur en chef des Cahiers du football et journaliste aussi pour Regard. Et je vous présente à la fin parce que nous avons organisé cette soirée ensemble avec les Cahiers du foot. Et on remercie Mediapart. Et très bien, c'est entendu. Voilà, messieurs, pour commencer ce débat, j'aimerais reprendre une citation, celle de Thierry Braillard, le ministre des Sports, qui a déclaré « Il n'y a absolument pas de racisme dans cette fédération ». Est-ce que je peux avoir la réaction de l'un d'entre vous? Elle date de quand cette... Elle est assez récente. Suite à l'affaire Benzema. Il a dit ça 2 jours après Benzema. Parce qu'en ce moment, il n'est pas très bon en communication. Je l'ai encore entendu ce matin sur sa communication et j'ai l'impression qu'il a l'un des postes les plus perturbants du moment. Alors, il y a François Hollande qui est pas mal critiqué pour ses actions ou inactions et il a essayé de sauver un peu la face ce matin sur une radio. Et je pense qu'il est un peu, à l'instar de ce qu'on voit chez son patron, en train de se voiler la face sur ce qu'est la France aujourd'hui, et notamment la société et le football en est, et on le dit souvent, et c'est vrai, un reflet. Il est dommage qu'on se mette des œillères sur une situation où il y a peut-être beaucoup de difficultés à trouver des solutions, mais il faut arrêter de dire que tout est rose. Malheureusement, je suis toujours un passionné de football, et ça fait 46 moins 5 ans que c'est le cas, et je sais qu'en France, et c'est malheureux parce que je vis en France et que j'aime profondément ce pays, il y a des problèmes sociétaux que l'on retrouve dans le football. Donc il ne faut certainement pas dire que tout va bien dans le football comme tout va bien dans la société. Vous avez vécu, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, c'est justement le football, ce secteur de la société où les Noirs, les Arabes, tous les immigrés peuvent percer. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a du racisme dans le football? C'est quelque chose qu'on nous renvoie à nous aussi. Vous, qui avez pas mal bourlingué aussi comme joueur, en France, mais aussi à l'étranger, en Italie, au Japon, etc. Comment est-ce qu'en France, vous avez ressenti ça? L'exemple le plus retentissant, c'est pas en France que je l'ai vécu, c'était en Italie, à une époque où c'était les hou-hou-hou, les cris de singe qui étaient
je devrais dire, chanté dans les tribunes. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'était Lazio, à Vérone, il y avait ces agissements et j'ai même réussi à être pris à partie par mon propre public à l'époque à Cagliari. En France, ça a été moins direct pour moi, mais je suis quand même témoin de situations quand même rocambolesques. Alors je passerai l'adversaire qui m'insulte pour me faire perdre la tête. Sur le terrain. Ça c'est arrivé. Je dirais, même si j'avais des noms en tête, je ne les mentionnerais pas parce que je mettrais ça sur le coup. Alors c'est peut-être mon côté bisounours, mais sur le coup je veux le déstabiliser et ça reste une façon d'y arriver. Parce que si on parle de racisme, il y a beaucoup de phénomènes qui sont tabous dans le football. Dans le football, il y a des hommes. Des hommes, ça veut dire de tout. Ça veut dire des racistes, ça veut dire des homosexuels, et j'en passe. Quand on est dans le football, on n'a pas le droit de dire qu'on est de l'extrême droite. Quand on est dans le football, on n'a pas le droit de dire qu'on est homosexuel. Quand on est dans le football, on n'a pas le droit de dire qu'on est raciste. Mais pourtant, il y a de tout ça dans le football. Il y a trop de témoignages directs ou indirects qui pourraient attester du fait que le racisme, plus qu'on en parle, est présent dans le football. Difficilement perceptible sur le terrain, chez les joueurs. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ça soit un phénomène prédominant, même si masqué. En ça, je pourrais sans connaître personnellement les individus, mais même si je les ai côtoyés, penser que des Laurent Blanc, des Didier Deschamps, puisqu'ils ont été stigmatisés à un certain moment, fassent partie des personnes que l'on peut taxer de racistes. Il y en a certainement pas, mais je pense pas beaucoup. Je pense par contre que chez les dirigeants et dans les tribunes, là, par contre, il y a un pourcentage bien plus élevé. Alors la transition est trouvée. Jamel Sanjak, vous êtes président de la Ligue Île-de-France de football. Votre réaction aux propos de Patrick Mboma et à ceux aussi du ministre des Sports qui considère donc, je le rappelle, qu'il n'y a pas de racisme dans cette fédération. Écoutez, je suis rassuré déjà donc. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut replacer la déclaration de Thierry Braillard dans un contexte plus large. Pour moi, est-ce qu'on parle de la fédération en tant qu'institution? C'est 250 personnes. Où on parle du football, c'est 2 millions de licenciés, 12 000 ou 14 000 clubs, 22 ligues, etc. Des millions de passionnés. J'ai toujours dit, j'ai toujours affirmé, la fédération ne vit pas en suspension. Le football ne vit pas en suspension sur notre planète et encore moins dans notre société. Et ce qu'on y trouve dans le football, on le retrouve dans notre société. Il faut aussi dire que c'est dans ce lieu-là aussi où les choses sont le moins exacerbées. Il suffit de regarder sur le terrain les joueurs, les éducateurs. Vous avez une France qui vit sa passion ensemble. Ailleurs, les choses sont un petit peu plus compliquées. Alors, je suis assez partagé entre... Moi, quand j'ai été élu président du district de la Seine-Saint-Denis en 2008, je suis arrivé à l'Assemblée fédérale, donc où on participe à l'élection ou au vote de l'ensemble des décisions qui peuvent être prises pour le football français. Et j'étais tout seul, qui s'appelait Jamel. Point. Je me suis interrogé, je ne me suis pas dit... Vous étiez la seule personne avec des origines étrangères dans la Je ne sais pas si j'ai des origines étrangères, je ne sais pas. Moi, souvent, on me dit vous, nous... mais on y reviendra peut-être sur demander à un Jamel ou un Ibrahima d'être français et à chaque fois le renvoyer vers ses origines. Comment il peut faire? Si à chaque fois on lui rappelle d'où il vient et vous lui demandez d'être français. Et là, quand vous dites j'étais le seul. Non, mais en général, c'est comme ça les discours que j'entends souvent, c'est ça. Le seul, oui, vous arrivez, vous êtes le seul. Donc vous vous interrogez parce que moi je viens du terrain. J'étais joueur, entraîneur et je me retrouve dans une assemblée de 300 personnes où j'ai remarqué, mais peut-être j'étais le seul, les autres n'ont peut-être pas remarqué que ça se passait comme ça. Et je m'interroge par rapport à ça. L'ascenseur, entre guillemets, social au niveau de la gestion du football français, je m'interroge aujourd'hui. Alors je ne peux rien y dire. Je m'interroge aussi sur le fait qu'on ne me demande pas de participer au niveau de la fédération, alors que je dirige avec une équipe
compétente d'hommes et de femmes, la plus grosse ligue de France. Je m'interroge, pourquoi on ne m'a pas dit, tiens, ce serait bien de travailler sur une commission, ce serait bien d'accompagner la sélection des U19, etc. Je m'interroge, j'en suis là aujourd'hui. Alors après, pour rejoindre ce que disait Patrick, concernant notre parcours, bien sûr, sur le terrain, on a vécu des choses. Noisy-Sec, le club auquel j'ai beaucoup participé, était un des premiers clubs issus des banlieues populaires, à jour championnat de France amateur. Donc on a voyagé, on a été dans toutes les villes de France, soit dans le nord, à l'ouest, etc. Et c'est vrai qu'on a vécu des choses assez terribles. Des équipes, par exemple, chantaient la Marseillaise contre nous. C'est assez surprenant quand vous venez de Paris. Où on dit, tiens, l'équipe de Noisy rentre de vacances, sont tous bronzés. On a entendu plein de choses. Après, nous, on fait la part des choses avec tout ça. On a connu aussi des arbitres très sympas qui en tenaient compte dans leur arbitrage de l'attitude extérieure. Donc on a vécu plein de choses. Ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que, sur l'affaire Benzema, c'est qu'à chaque fois, et c'est très important de l'entendre, tous ces jeunes avec qui je travaille depuis des années, j'ai traversé aussi toute la France pour faire des colloques ou des petits séminaires avec des éducateurs qui souhaitaient échanger avec moi, et au travers de l'expérience qu'on avait connue à Noisy, parce qu'elle était assez intéressante. Et souvent, on me dit, voilà... on n'arrête pas de me dire, vous, on met à l'extérieur du giron national et de la communauté nationale autour de ces valeurs, les Ibrahima, Mohamed et tout ça. Mais des fois, c'est complètement involontaire. Vous avez en face de vous des gens qui sont... on ne pourra jamais les taxer de racistes, qui ont effectivement, tout au long de leur parcours, démontré qu'ils sont au-dessus de tout ça. Mais dans le langage, vous renvoyez tous ces jeunes vers leur origine. Et à un moment donné, vous leur dites pourquoi vous n'êtes pas français. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ils peuvent faire si à chaque fois vous les renvoyez sur les origines de leurs parents. Je pense que déjà dans le discours, et puis tout au long de leur parcours, que ce soit pour chercher du boulot, etc., à un moment donné, on est français, point. Et on est français autour de valeurs que nous partageons, autour des principes républicains. Point à la ligne, ce n'est pas autour de religion, qu'on soit musulman, juif ou chrétien. On s'est construit tous les uns et les autres, et les unes et les autres, autour des livres de l'école, avec des modèles qu'on nous a présentés, Vercingétorix avec ses moustaches, tout ça. Et aujourd'hui, ça reste ancré très profondément. Je pense qu'on a oublié, on continue d'oublier que l'histoire de France, c'est pas simplement ça. Alors, dernière chose, c'est aussi l'histoire. Est-ce qu'on a raconté les bonnes histoires ou toutes les histoires ? Je sais, moi, pour avoir fait des campagnes électorales et d'avoir rencontré mes aînés, qui avaient beaucoup de mal à transmettre leur mémoire, comment ils sont arrivés en France après 1945 pour reconstruire les pavés de la rue, la porte de Pantin, etc. Ils ont parce que c'est comme ça, pas transmis à leurs enfants tout ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu, croyez-moi, j'en ai entendu des choses extrêmement graves. Ils ont honte de redire à leurs enfants, j'étais obligé de baisser la tête parce que j'avais 9 enfants à nourrir, etc. Il y en a qui l'ont fait, alors, comme l'histoire vient que dans un sens, il y a beaucoup de jeunes qui la prennent en pleine tête comme ça. Dernier exemple, quand il y a eu le film Indigène, nous, dans notre club, on a organisé des sorties avec les jeunes, notamment les U19, donc les moins de 18 ans, 19 ans, parce qu'on pensait que ce film allait faire beaucoup de mal chez les jeunes, il fallait les accompagner, et ensuite on les recevait au club après le film, et on a échangé autour de ça. Voilà un petit peu, très rapidement, mettre sur la table dans ce débat. Alors on a eu le témoignage du joueur, le témoignage du responsable. J'aimerais avoir l'avis, l'expertise aussi de l'entraîneur Claude Leroy sur ces questions, réaction à ce que vous venez d'entendre. Oui, non, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que le foot, ça représente quand même tout ce qui se passe dans cette société. Si on sort de régional où tout le monde a tremblé de voir des têtes de liste FN passer au second tour, c'est qu'il y a quand même un phénomène qui se passe en France qui devient inquiétant. Et que moi, j'ai connu, et probablement le premier en direct, puisque quand je dirigeais Strasbourg, j'avais fait venir, alors on va revenir au quota, c'est un lieu ici où vous connaissez bien les problèmes de quota, j'avais fait venir beaucoup de joueurs africains à mon arrivée. Patrick était avec moi pendant cette Coupe du Monde 98, et j'avais 2 jeunes joueurs du Cameroun qui s'appelaient Do Njanka, et puis j'avais fait venir Habib Bey du Paris Saint-Germain qui était sénégalais d'origine, Bakayoko qui était d'origine malienne. Et bien évidemment, au premier mauvais résultat, on a entendu des cris de singe, et j'étais manager général du club. Et puis, quand j'ai pris l'équipe en main, directement comme entraîneur,
On a gagné ce premier match un peu par miracle à Saint-Étienne et maladroitement, sûrement. À la fin, vous êtes en Ligue 1, il y a des télés partout. Et j'ai dit, j'espère que ça va faire réfléchir à l'infime minorité de nasillons alsaciens qui nous polluent la vie depuis des mois et des mois. Donc, après ça, c'était ma mort annoncée, quoi. Ma mort annoncée, parce que j'ai reçu pas peut-être des milliers, mais des centaines et des centaines de lettres avec des cercueils, avec des menaces de mort, de toute la France, beaucoup d'Alsace, mais aussi de certains groupes de supporters facho-italiens, certains groupes de supporters facho-allemands. Il y a quand même une internationale des fachos dans les stades en Europe et qui sont très liés entre eux. Ils s'en mettent plein la tête quelquefois au hasard de rencontres internationales, mais ils se regroupent quasiment tous les mois. Donc, bien évidemment. Et c'était le début de ce phénomène-là qui était très marqué. Après, ça n'a fait que s'amplifier au fur et à mesure des problèmes sociétaux français, du refus un peu quelque part du politique. Ce comportement-là s'est amplifié, sachant que je crois qu'il y a un deuxième point qu'il faudra aborder quand même, c'est la formation en France. On a un président de Ligue qui est un ancien grand joueur, entraîneur aussi d'équipe nationale, et je pense qu'il y a eu aussi plein de centres de déformation. C'est-à-dire qu'on a voulu former des footballeurs. On a oublié, sans du tout vouloir être exemplaire surtout, que c'était aussi une école du comportement, une école de l'attitude, que certains joueurs, on les stigmatise parce qu'ils s'expriment mal et qu'ils sont tout de suite dans la vulgarité. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de matériel vocabulaire à leur disposition. Et que bien évidemment, quand on n'a pas de vocabulaire à sa disposition, très vite, pour exprimer quelque chose, on devient vulgaire, on prend des raccourcis. Et qu'on a oublié que, je crois que dans la formation française, il y a eu quand même un décalage entre ce qui était prévu au départ et la façon dont on a suivi les mômes à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ce qui a fait une majorité de joueurs un petit peu perdus, avec un décalage incroyable entre leur situation sociale, économique et leur background au niveau éducatif et au niveau scolaire. Et à partir de là, les décalages se sont amplifiés. Pascal Blanchard, vous qui êtes historien, comment vous expliquez, comment vous regardez le fait que dans les années 80, quand Michel Platini, d'origine italienne, ne chantait pas la Marseillaise, ça ne posait de problème à personne, et qu'aujourd'hui, quand il y a des joueurs de l'équipe de France qui ont d'autres origines et qui ne chantent pas la Marseillaise, ça fasse un scandale, une polémique nationale qui est parfois instrumentalisée par les politiques. Comment vous avez vu évoluer les choses? Ce pas les mêmes immigrations. Dans les années 80, c'est l'immigration européenne. Il y a eu d'autres problématiques. On les traitait de métèques dans les années 30 quand ils étaient là. Les équipes des années 30 étaient aussi métissées en termes européens. Je me rappelle une équipe de mars 39 où 87% des joueurs ne sont même pas nés en France. Mars 39. Mais ça ne monte pas aujourd'hui. Mais on les traite de mauvais français et de métèques. Mais on ne les attaque pas sur les mêmes raisons que ceux qui, par contre, viennent d'une autre immigration qui est une immigration coloniale. La génération 98, c'est la grande différence avec 84, c'est que vous passez d'un joueur Tigana qui est identifié comme ne venant pas d'Europe, pour faire simple, à une génération qui est dite métissée. Elle n'est pas beaucoup plus métissée d'ailleurs que dans les années 30. Il y avait déjà les Ben Barek, les Raoul Diane, toute une génération. Mais vous avez d'un seul coup une visibilité. Le mythe Black Blamber naît là. Et là, on les regarde avec une autre manière. Ce n'est pas simplement des immigrés. C'est à la fois, comme disait Le Pen en 96, certainement de mauvais français et des étrangers de papier, mais c'est en plus des gens qui n'ont pas la même couleur, qui viennent d'une autre histoire, qui viennent d'un autre continent, qui viennent de l'histoire coloniale. Et on est en plein moment où, 15 ans après la marche des beurs, les problématiques dans les quartiers populaires, avec un débat sur la citoyenneté, la nationalité française, le débat est déjà en train de naître sur l'islam de France. Tout ça existe dans la société. Et le seul endroit où ça se voit, en fait, parce que ce sont des sujets qui, en fin de compte, sont omniprésents dans la politique, mais ne sont jamais visibles dans le terrain politique. Et d'un seul coup, cette équipe de France, elle arrive... Waouh, elle nous dit que ça peut marcher en France, alors que tous les politiques sont en train de nous dire que ça ne marchera jamais en France. C'est le seul endroit où il y a un contre-modèle. Et d'ailleurs, vous verrez bien que le seul moment où les gamins de France ont pu s'exprimer pour dire qu'ils avaient un mal-être identitaire, c'est le match France-Algérie. Ils ne sont pas invités à Mediapart ou au JT de TF1 pour venir causer. Ils peuvent juste envahir un stade pour dire « Hé les gars, on existe et on a un problème ». Donc le foot, dans ces années-là, il vous met à montrer une situation avec une population différente qui devient visible et qui pose donc une autre question à la société française. C'est plus simplement l'intégration des immigrés. C'est et l'intégration des immigrés comme en 84, et il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de souci, et en même temps le débat sur l'intégration de populations non européennes, voire musulmanes, dans l'espace français. Alors là, c'est tout le débat français qui n'arrive pas à sortir. 4 ans à peine, c'est Le Pen. Au moment où d'ailleurs on va en Corée, on se prend une énorme pinée, et en même temps il y a Le Pen. Il y a quelques semaines d'intervalle. Et 2001, c'est quelques semaines après le 11 septembre. Comme par hasard, ces moments de foot, ils correspondent à des moments identitaires extrêmement marqués.
à l'international ou au niveau du national. Donc ce qui n'arrive pas à sortir, à s'exprimer ou qui est que dans la polémique, devient extrêmement visible sur un sujet où vous avez 10, 12, 15, voire 20 millions de Français qui regardent la télé. Donc ce qui fait débat, chanter la Marseillaise, porter le maillot, être exemplaire. Rappelez-vous l'histoire de Carambeu qui ne chante pas la Marseillaise et que Le Pen dénonce. Il faudra quelques années à Le Pen pour comprendre l'histoire de Christian Carambeu. Arrière-grands-parents exhibés lors de l'expo coloniale au Journal d'Acclimatation de Paris comme des canaques cannibales. Et il dit simplement, je ne peux pas la raconter cette histoire, c'est tabou. La seule manière pour moi d'exprimer ce mal-être de l'histoire de mon pays, de ma famille, je ne peux pas la chanter la Marseillaise. Il venait de lire le livre de Deninx quelques temps plus tôt. Vous vous rendez compte, les entrechoquements, et Le Pen résume ça, mauvais français. On le voit d'ailleurs à ce match, quand la caméra tourne, il est le seul à ne pas la chanter. Et en réalité, il est en train d'expliquer une histoire très complexe. On devrait l'applaudir parce qu'il peut jouer pour la France. Donc l'histoire du sport nous révèle des choses souvent que la société n'arrive pas d'un seul coup, comme une sorte de conglomérat, à raconter en une image, en un but. C'est la même chose. Prenez le phénomène inverse. Normalement, un Kabyle qui nous amène en finale, qui met un coup de boule et qui fait perdre une finale, toute la France devrait le détester. Et on ne le déteste pas. Parce qu'il est devenu, quelque part, quelqu'un au-dessus de la société. Vous avez l'exemple Zidane, qui devrait normalement être détesté par 65 millions de Français. Il nous fait perdre la finale. Et pourtant, il est rentré dans un mythe, dans une mythologie, un emblème, d'une certaine manière. Il a dépassé, il a peut-être transcendé le problème de la race, peut-être transcendé le problème de l'identité. Il est devenu au-dessus, et d'un seul coup, tous les Français le pardonnent. C'est ça, ce pays. Il est incroyable. Sur son équipe nationale, il peut transcender toutes ses difficultés, toutes ses problématiques, y compris tous ces débats qui n'arrivent pas. Regardez le débat sur le halal. On a réussi à s'occuper pendant 4 mois pour savoir si les joueurs de l'équipe de France devaient manger ou non halal. Et là, depuis 4 mois, l'affaire Benzema, c'est pas Benzema qui la lance. C'est le Premier ministre et le Président de la République qui ne sont pas d'accord pour savoir s'il doit ou pas être sélectionné. Et les ministres s'en mêlent, et à la fin, lui, il tranche. À une semaine de l'Euro, il dit moi, je trouve qu'il y a un peu de racisme en France. Pas le sélectionneur. Il y a un peu de racisme en France qui a dû influencer, au final, la décision du sélectionneur. Dire qu'il y a un peu de racisme en France, je pense que le gars qui le conteste aujourd'hui, il manque un peu de lucidité, que ça peut influencer nos politiques et nos décisions, on le voit bien. Le Premier ministre et le Président ne sont déjà pas d'accord. Il y a donc un débat national, et au final, lui se retrouve compressé par tout ça, et il se dit, waouh, Benzema, ça va quand même être la pagaille. Donc je ne le prends pas, il n'est pas exemplaire. Sauf qu'il ne voit pas arriver l'affaire, dont tout le monde va continuer à parler, surtout si l'équipe de France n'est pas bonne. Parce qu'il y aura ce débat maintenant qui est omniprésent, comment on fait pour vivre ensemble, gagner ensemble, ou perdre ensemble. Et ce débat-là, chaque fois, le seul endroit où ça fonctionne, c'est pas en politique. C'est pas dans la vie économique, c'est pas dans les médias. Et c'est dans l'équipe de France où il y a justement ceux qui n'acceptent pas d'arriver aux instances, par exemple, de la Fédé. Je rappelle que Lilian Thuram n'est même pas resté 1 an quand il a été à la Fédé, et il en a démissionné. Il y a des raisons pour lesquelles Lilian a quitté la Fédé. Et ces raisons, elles ne sont peut-être pas très très loin de notre débat d'aujourd'hui. Ça prouve bien qu'il y a beaucoup de joueurs issus de la diversité. On sera dans cet Euro l'équipe qui a le plus de joueurs d'origine immigrée, ultramarine ou étrangère. 67% des joueurs, juste devant la Suisse. Le seul pays qu'on n'a pas, c'est la Roumanie. Pas un seul joueur. Alors eux, c'est roumain, l'équipe. Donc cette histoire, elle n'est pas neutre. Parce qu'il n'y a que ce pays en Europe qui a 67% de joueurs, les 2 tiers, qui symbolisent la nation. Donc le symbole de la nation, ça renvoie de l'épidermique ou de la passion. Julien Sorez, est-ce que vous partagez ce distinguo qui vient d'être fait entre l'immigration européenne et l'immigration non européenne? Oui, avec quand même sur la génération Platini plusieurs décennies, puisque c'est une immigration qui commence dès le début du XXe siècle, même un petit peu avant. Donc les Italiens, les Espagnols ont presque un siècle de présence, même s'il y a des allers-retours. Donc c'est déjà pas la même temporalité, même si effectivement il y a une différenciation géographique et historique, puisque le colonial est une spécificité migratoire, en tout cas, bien entendu. Cela dit, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que autour de ces enjeux, de la montée, en fait, de l'enjeu identitaire, parce que l'enjeu identitaire, il existe dans les années 30, évidemment, mais on sent bien qu'il y a une montée de l'enjeu. C'est évidemment lié à la médiatisation du football, mais c'est lié aussi, à mon avis, à un stade de développement des sociétés occidentales qui fait que on est dans un univers globalisé, et presque paradoxalement, la question de la nation, de l'identité nationale est importante, puisqu'elle permet de se situer dans un univers où les repères sont fluctuants. Et donc, il me semble que si la nation, c'est à la fois quelque chose qui est hérité, la langue, la culture, l'histoire, c'est aussi quelque chose qui est choisi. Il y a une dimension élective, comme le disait Ernest Renan à la fin du XIXe siècle. Et je crois qu'une des manières de se sentir à un moment donné une identité collective, ça devient très difficile. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de nous sentir
dans un ensemble qui est fluctuant, qui est censé se construire à partir de l'école, qui se construisait à partir du service militaire, qui se construit quand même à partir des médias, parce que les médias sont des grands producteurs d'identité, et quand même l'identité nationale de l'équipe de France, c'est aussi une production médiatique, et les médias ont un rôle très important. La preuve, hein, Black Blamber, c'est quoi? C'est une invention médiatique. Donc après, ça amène à réfléchir. Mais je crois que ce qui est un enjeu très important, et un défi sans doute, c'est de faire en sorte de pouvoir relever pour ces individus qui incarnent la diversité culturelle de la France, une identité plurielle et qui soit, alors apaisée, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne prête pas le flanc à des accusations de racisme et qui n'instrumentalise pas des causes qui méritent d'être débattues. Est-ce qu'un sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui pourrait se permettre d'aligner une équipe où il n'y aurait que des joueurs de couleur? C'est arrivé une fois. Que des joueurs, y compris Que des joueurs de couleur, à un match, au deuxième mi-temps, en 2005, en Martinique, pour le match qui était rendu. C'est un hasard que c'était en Martinique? C'est pas moi qui étais le sélectionneur à l'époque. Mais c'est arrivé au moins une fois. Est-ce que ça serait imaginable aujourd'hui? La première fois, c'était remarqué en tout cas qu'il y avait des joueurs de couleur. C'est Hidalgo qui me le racontait dans un film qu'on avait fait pour Canal. C'était à Moscou, un match France-Russie en 80. Il y avait 7 joueurs dans la sélection qui n'étaient pas blancs, pour faire simple. Et les Russes lui ont demandé si c'était l'équipe B nationale qui était venue jouer. Ce qui montre que d'abord, c'est le regard des autres. Lui, Hidalgo, ne s'était même pas posé la question. En plus, Hidalgo, il vous fait la seule couleur qui existe, c'est le bleu, blanc, rouge. À chaque fois, il fait la même phrase. Et lui, c'est le moment où j'ai compris qu'il y avait un sujet. Parce qu'avant, il n'y a pas de sujet en 84. Tout le monde oublie. Là, il y a un sujet parce que nous, ça se voit. Et alors, puis les Russes, rappelez-vous aussi en Lituanie, les pays de l'Est sont assez virulents sur ces questions-là. Il suffit de rappeler les étudiants africains qui étaient à l'université Lumumba, ils s'en rappellent un peu de l'amitié avec les étudiants russes. C'était plutôt costaud. Et donc, c'est les pays de l'Est qui ont commencé à amener une image, un discours, mais il naît dès les années, vous voyez, 80, ce discours. On commence à dire... vos équipes comme Saint-Etienne, tout ça, il y a beaucoup de noirs. Sans les noirs, les gars, vous ne gagnez pas. Ce qu'on dit d'ailleurs quelques années plus tôt aux athlètes américains, à l'équipe américaine d'athlétisme, sans vos noirs, vous les Américains, vous ne seriez pas avec autant de médailles. C'est une critique qui est d'abord sportive, puis après elle devient identitaire. Mais ce n'est pas vraiment votre équipe de France, ça. Et ça va accompagner petit à petit. Et c'est vrai que je pense qu'un sélectionneur aujourd'hui, pas il y a 10 ans, même pas en 2005, qui se dit à un moment sur la feuille de match, oh merde, il n'y a pas un blanc. Et bien il dit, oh, je pense que je vais faire rentrer quelqu'un. D'ailleurs, on pourrait se poser la question si l'arrivée de Rami, par exemple, d'un seul coup, dans ce maelstrom de l'affaire Benzema, n'a pas été de dire, oh là 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 là, ce serait peut-être bien qu'on ait quand même au moins, au final, un Maghrébin dans l'équipe. Et ce que je veux dire, c'est que ces questions-là, aujourd'hui, elles existent et on n'imagine pas. Le danger, pour moi, je pense qu'il n'est plus pas dans le fait qu'un entraîneur puisse... à un moment donné, décider dans sa composition, parce que les entraîneurs sont pragmatiques, surtout quand ils sont à la tête d'équipe nationale. On ne va pas choisir, déjà, on a déjà du mal. Par contre, ce qui aurait pu, puisque vous l'avez à un moment donné évoqué dans vos colonnes, c'est qu'on mette en place une politique qui fait qu'à un moment donné, dans les centres de formation, vous allez en avoir de moins en moins. Et bien évidemment, comme le football est pyramidal, l'élite va sortir de ces centres de formation et de ces détections. Et là, vous aurez effectivement 70% de gens qui ne sont pas de couleur, en tout cas de Français qui ne soient pas de couleur ou d'histoire différente. En 2 mots pour les gens qui nous écoutent, qui ne suivaient peut-être pas à l'époque ces débats, vous faites référence à l'affaire des quotas que Mediapart avait sorti en 2011, où un projet était né à la Fédération française de football de faire en cachette, au motif qu'il risquait d'avoir des joueurs qui avaient des origines étrangères, qui choisiraient peut-être un jour de jouer pour un autre maillot que celui de l'équipe de France, de leur barrer la route en fait, des centres de formation de la fédération à l'âge de 12 ou 13 ans, et donc de faire des quotas. C'est-à-dire on limite le nombre d'enfants qui ont un grand-parent étranger pour pas qu'un jour ils puissent choisir une autre sélection. Écoutez, moi j'ai fait les finales de Coupe de Paris la semaine dernière, donc qui sont quand même des finales assez relevées, puisque près de 70%, entre 60 et 70% de nos sélections et nos finalistes jouent dans toutes les équipes de France. Donc on a un fort potentiel venant de l'Île-de-France qui joue soit dans les centres de formation, etc. Je sais, depuis que j'ai pris l'animation de cette ligue, qu'effectivement, à un moment donné, la ligue a fourni quelques photos et on montrait effectivement les équipes. Mais moi, depuis que je suis né, je ne me suis jamais posé la question de tout ça. Mais bien évidemment, il faut être très attentif, et en tout cas nous, on le saura, par rapport à toute volonté. Si demain, il devait y en avoir une, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Les clubs pro font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire... Voilà, c'est une boîte, ils peuvent imaginer. Je pense qu'ils iraient contre le sens de l'histoire, d'une part. Je suis, moi, convaincu aujourd'hui que la France est en pointe de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui en France depuis 20 ans, et le football en est le porteur, c'est cette société ce qu'on veut, et ça sera la société de demain.
Point final. Toutes les autres qui se recroquevillent derrière leur couleur ou derrière leur histoire, qui en fait des histoires qui n'ont pas été totalement racontées, en tout cas dans son entièreté. Et je pense qu'aujourd'hui, la France vit des secousses très fortes parce qu'on est en pointe, on est les pionniers par rapport à tout ça. Et ce que l'on retrouve dans le football, on le retrouve ailleurs. Vous, Claude Leroy, comment vous avez vécu l'affaire des quotas? Aujourd'hui, vous êtes sélectionneur du Togo. On sait que vous cherchez à vous démarcher. Moi, j'ai pas de problème de quotas. J'ai que des blagues. Hein. On a pu lire. Moi, j'ai vécu douloureusement. Et pourquoi avec des Noirs Il n'y a pas d'Allemand, on connaît bien l'Allemand, le Togo, quand même. Et après, on vous demandera Mais aussi pourquoi. on peut en avoir. Non, moi, je l'ai vécu douloureusement parce que je pense que Laurent Blanc a été stigmatisé là-dessus. Je crois que culturellement, il n'a pas compris le débat à ce moment-là, et que lui, il y était pour rien du tout. Par contre, il y a des gens qui réfléchissaient à la fédération, qui ont commencé à se poser ce genre de questions en disant oui, il y a les binationaux. Ne comprenant pas, pour aller jusqu'au bout de cette image-là, c'est que les super joueurs, pas à l'époque de Patrick, mais maintenant, ils rêvent d'origine africaine, ils rêvent de l'équipe de France. Ils ne viennent dans les équipes en Afrique que quand ils se sont rendus compte que l'horizon était bouché avec l'équipe de France. Que ce soit bien. À de rares exceptions près, parce que certains prennent des décisions très rapidement, comme le petit Mahrez, par exemple, pour l'Algérie, ou un Koulibaly pour le Sénégal. Mais c'est toujours une deuxième vague qui arrive dans les équipes. Le drame, c'est que ce problème se soit posé, parce que ce qui serait passé en France, c'est quoi? Si on avait voulu faire des quotas, c'est que petit à petit, la France aurait glissé vers la 60e, 70e, 80e place au niveau mondial. Parce que vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il peut y avoir une équipe composée uniquement de Noirs ou de Maghrébins? Bien évidemment, ça arrivera à un moment ou à un autre, parce que c'est l'histoire du monde qui est en train de s'écrire au niveau du football, et qu'il y aura toujours peut-être un Alsacien exceptionnel ou un Basque, oui, indépendamment de l'origine étrangère européenne, mais chez les Français. Mais il n'y a qu'à regarder les matchs de jeunes, tous les matchs de la banlieue parisienne, la densité de joueurs d'origine africaine qu'il y a dans tous ces matchs, c'est invraisemblable. C'est pour ça, c'est par peur qu'il y a eu cette réflexion-là. Si vous choisissez de jouer pour une autre équipe nationale, où serait le problème? Finalement, on forme en France des étudiants qui vont devenir traders en Angleterre, payer leurs impôts là-bas, etc. Mais si une petite partie des joueurs formés en France... C'est bien pour ça que ce problème n'aurait jamais dû se poser. C'était du temps perdu, au lieu de penser à s'occuper des mômes dans la formation et du suivi scolaire, intellectuel, des joueurs, au lieu d'en faire que des footballeurs, sachant qu'à 35 ans, c'est une première mort et qu'il faut les préparer à l'après-carrière. Ces problèmes ne se sont pas posés. Là. Pour moi, il y a peut-être un autre... pas un débat, un problème, mais on parle, plutôt que de problème de quota, je devrais parler de problème de représentativité. On est toujours à faire des constats, et dans les constats qu'on va faire, on va dire, regardez, sur les 40 entraîneurs d'élite, combien sont blacks, maghrébins. C'est vite fait en même temps. C'est très vite fait. Voilà. Si au moment de la discussion sur le quota, dans la représentativité chez les dirigeants, il y avait eu un black, un beurre, voire plusieurs blacks ou plusieurs beurres, on n'aurait jamais osé mener la discussion, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut mettre obligatoirement, justement, pour ne pas faire dans le quota, un dirigeant black, un dirigeant beurre à la fédération ou dans les ligues, ou des entraîneurs, il faut forcer pour mettre des entraîneurs, mais on se rend quand même compte que la porte n'est pas grandement ouverte. Votre frère Alain Mboma est entraîneur. Il a entraîné des clubs de national comme le Red Star ou comme le Paris Football Club. Est-ce qu'il a pu avoir le sentiment à un certain moment que sa carrière était bloquée, notamment en raison de sa couleur de peau? C'était le cas de Tigana. Alors, je dirais que c'est plus le cas de Tigana. Je pense que c'est plus le cas de Tigana, et notamment quand il demande à être entraîneur de l'équipe de France. Mon frère a un problème qui sera toujours difficile de résoudre, c'est qu'il n'a pas
le passé de l'ancien joueur. Alors, tous les entraîneurs du monde ne sont pas nécessairement d'anciens bons joueurs, mais il s'est avéré qu'à un moment, on a quelque part comme douté de ses compétences. Je me rappelle même d'un dirigeant de club à l'époque où il était ça faisait 7-8 ans qu'il entraînait, il faisait déjà de bonnes choses, mais au niveau régional, un dirigeant lui a dit « Ah, je vais peut-être l'utiliser pour être… parce que c'était en province, pour aller superviser des équipes ou des joueurs pour nous. » Et puis même ça ne s'est jamais fait. Donc, là, c'est plus le regard c'est plus de se poser la question si il est ancien joueur ou pas. C'est quand même quelqu'un qui a pris le temps de se former longuement. Il est passé par les étapes. Sur le terrain, il a prouvé qu'il était compétent. Et pour faire le passage du monde amateur au monde professionnel qui reste un de ses rêves, eh ben, on passe par beaucoup de portes et on se demande comment on va franchir le pas. Même certains agents sont en train de dire oui, je vais faire quelque chose, et puis après on a l'impression dans le discours qu'ils n'ont pas osé foncer, et donc on se dit bah alors peut-être qu'on va passer par l'Afrique, mais bon, l'Afrique il y a que des blancs. Et oui, justement, j'allais vous poser la question, Claude Leroy. Justement, je fais exprès cette boutade. C'est parce que cette blague, parce que moi je peux faire la blague. Je peux arriver sur un terrain de football et de dire ah, ça c'est de la faute des Arabes. Il n'y a personne qui va m'en vouloir. Ça dépend. Voilà. Ça dépend dans quel contexte. Attends. Alors je l'ai toujours bien fait jusqu'ici. Je touche du bois. On ne m'en a jamais voulu. Si j'étais un peu plus de la couleur de ces messieurs, Jérôme ou Pascal, je pense que ça aurait été un autre problème, alors que finalement, le problème n'existe peut-être pas. C'est-à-dire c'est comme dans une entreprise. Arrivé là-haut, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y en a plein qui balayent la rue, puis là-haut, il n'y en a pas beaucoup qui dirigent. Dans le football, c'est pareil. Donc, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de représentativité de l'ensemble des 2 millions de licenciés. Moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y ait pas cette représentativité sur le terrain et qu'on retrouve là-haut. Donc on peut effectivement dire c'est les compétences. Bon, ok. Donc ça voudrait dire que les gens qui ont des origines autres que celles de Vercingétorix n'auraient pas les compétences. Moi, je pense qu'effectivement, ils les ont aujourd'hui. Il a fallu du temps, il faut que les gens se forment, il faut qu'ils aient de l'expérience, il faut qu'il y ait des échecs, etc. Il faut du temps. Ce n'est pas parce qu'on a des millions de joueurs de couleur dans nos équipes qu'on doit avoir des chefs là-haut. Non, je dis qu'aujourd'hui, on a des vraies compétences. Il y a des gens dans le domaine de l'entraînement, dans l'accompagnement, même socio-éducatif, etc. Dans la gestion des structures, il y a des gens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'apparaissent pas? D'une part, la première, je viens de le dire, c'est que les places sont limitées. Donc les gens veulent garder leur place. À la DTN, par exemple, voilà, c'est tout un machin qui fait que c'est pas simple. Il y a des gens qui ont discuté de ce qu'on a dit tout à l'heure, à un moment donné. Ceux-là sont, pour la plupart, tous partis. Il en reste encore. Pas tous, mais je sais qu'il y en a qui les suivent à la trace. Et qui avait porté ce projet est toujours en place 5 ans après, alors que Mohamed Belkacemi, qui avait enregistré la conversation à l'époque, lui, n'est plus à la fédération, en tout cas, qu'il a été placardisé, qu'il ne veut même plus revenir sur cette affaire, et qu'il s'est senti mal, et il a dû quitter la fédération. C'est quand même quelque chose, alors, 5 ans plus tard. Il y a eu pas mal de choses aussi entre-temps. Il n'est pas quitté comme ça. Il a eu, à l'époque, vous étiez à la fédération Non, je n'étais pas à la fédération. En 2011, vous étiez auprès du président Fernand Duchossois. Alors, je ne vais pas revenir sur cette affaire, parce que j'ai trouvé dommage de ne pas avoir eu assez... en tout cas, qu'on n'ait pas pensé qu'on pouvait m'en parler à un moment donné, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais je pense que les choses auraient été différentes. Comme le disait Patrick, si nous on dit des choses, on peut les dire là où on est, et on ne pourra pas nous reprocher autre chose. Donc sur cette affaire-là, ce qui est important, voilà, non, mais c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas te taxer comme on peut le faire facilement. Tu sais, dans des quartiers populaires, il y a des choses qu'on peut dire que tu ne peux pas dire. Peut-être pas toi, parce que tu as une... Voilà, avec ton parcours, maintenant, les gens sont plus ou moins rassurés, entre guillemets, ou même plus que moins. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Surtout aujourd'hui, où c'est quand même un peu tendu, quand même. Il n'y a pas une minute aujourd'hui, que ce soit dans les journaux, dans la télé, on ne parle pas d'islam, on ne parle pas d'islamisation, on ne parle pas de mosquée, on ne parle pas de foulard. Mais attends, ça fait des millions d'heures dans la tête des gens, actuellement. Et en face, tu as des gens qui vivent ça aussi à l'envers. Donc le regard, forcément, il part. Alors je ne veux pas me dévier Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, par rapport à ses compétences, comme je l'ai souligné,
C'est le sens de l'histoire. Tout ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est simplement un ralentisseur. Point. Ça arrivera pas nous. Demain, il y en aura. Simplement, vaut mieux, dès aujourd'hui, les accompagner pour éviter les ruptures. Juste sur la question des quotas, alors je pense qu'il y a eu un dérapage fédéral. Maintenant, moi, ce que je trouve regrettable, peut-être plus qu'un racisme qui serait intrinsèque à la fédération, c'est que la question qui se posait, c'était la question de l'appartenance identitaire. Or, tout individu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit, a une pluralité d'identités. On a tous une identité sociale, on habite sur des territoires diversifiés, on a des origines différentes. Et je trouve que la chance de la binationalité, c'est de pouvoir dire, voilà, une institution produit une jeunesse qui peut choisir une identité, qui peut se donner la possibilité de choisir son identité et de ne pas être assigné, comme le sont par exemple les joueurs de haut niveau, les joueurs de l'équipe de France, à une identité qu'on leur impose et qu'ils doivent jouer d'une certaine manière. Et cette question de la binationalité, pour moi, elle est une richesse exceptionnelle, au contraire. Pourquoi est-ce qu'on parle de dérapage? Pourquoi est-ce qu'on parle de maladresse? Ce sont les propos de Thierry Braillard suite aux propos tenus par Willy Sagnol qui avait dit que l'avantage du joueur typique africain, c'est qu'il n'est pas cher. Quand on le prend, c'est un joueur qui est prêt au combat, qui est qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, ce n'est pas que ça. C'est aussi de la technique, de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Non mais là, c'est pas du dérapage, c'est Alors, indigne. Ça a été qualifié par le ministre des Sports comme une maladresse. Ça ne sera pas la première fois que lui-même serait maladroit, mais c'est du domaine du discours de Sarkozy à Dakar, quoi. Il est moins écrit quand même, le discours de Sarkozy. Oui. Il est écrit, lui. Donc, il avait eu le temps d'y réfléchir dans l'avion un tout petit peu, puis il avait une plume qui l'écrivait à sa place. Donc en plus, il a eu le temps de le maturer. Là, c'est juste un vieux discours des années 30 qui remonte. C'est le stéréotype du noir qui court vite et qui brosse lentement. Comment vous expliquez l'absence? Il n'est pas des années 30. Ce stéréotype, il est très contemporain. Et il a été particulièrement illustré par l'enregistrement de la conversation à la Fédération à propos des quotas. Et ce qui était tout à fait... Alors, il y avait au départ le problème de la binationalité, qui était un faux problème du point de vue sportif, parce que ça concerne peu de joueurs, comme ça a été dit tout à l'heure, et on ne voit pas ce qu'il y a de scandaleux à ce que la France forme aussi des joueurs, et également des techniciens pour d'autres pays, des pays qui par ailleurs ont quand même contribué à la grandeur sportive de la France. Inutile de revenir. Mais ce qui était frappant dans la conversation sur les quotas, en partant du problème technique, entre guillemets, de la binationalité, c'était le cheminement et l'association entre des origines, des morphotypes physiques, des styles de jeu et pour finir des mentalités. C'est-à-dire que là, c'est le fonctionnement des stéréotypes. Alors, ce qu'a dit Willy Sagnol, il l'a dit dans une conférence de presse, effectivement, ce n'est pas un discours écrit dans l'avion avec des conseillers, c'est sorti comme ça, et c'était plus que malheureux. Mais ça illustre à quel point... s'enracine dans des stéréotypes, une vision qui va se constituer après et se manifester avec un racisme beaucoup plus affirmé. Beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris, par exemple, et le ministre notamment, la phrase de Benzema, qui pour la moitié des Français est indigne. C'est pas faux, il est indigne pour jouer l'équipe de France par rapport à son parcours. C'est un point de vue que chaque Français peut avoir. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais par contre, ce que beaucoup de Français ont compris, qui envoient 120 CV et qui ont 120 réponses négatives, c'est qu'il y a peut-être quelque part une part de racisme dans les refus. Et Benzema est très subtil parce que là aussi, il a relu son interview avant qu'elle sorte. Il ne savait peut-être pas que ça ferait la couverture, mais il se doutait un tout petit peu. Il était en France d'ailleurs quand il a donné l'interview à Marca. Et donc il était dans l'esprit de ce qu'il voulait dire. Il a été très conscient de ce qu'il a voulu dire parce que d'un seul coup, il a basculé du côté un peu responsable à beaucoup victime dans cette histoire. Donc il sait très bien ce qu'il a voulu dire parce qu'il sait qu'il y a un écho sur une grande partie de notre jeunesse, notamment dans les quartiers populaires ou dans les Outre-mer, qui pensent, et ils ont souvent raison, que si la police les arrête, si leurs CV ne sont pas lus, s'ils ont des problèmes pour trouver un appartement, c'est peut-être qu'il y a dans la société un tout petit peu de racisme qui va influencer le monsieur qui lit le CV ou la dame qui loue l'appartement. Et c'est pour ça que le discours de Benzema a été entendu, parce qu'il est aussi un discours qui a une résonance sociale, et une vraie résonance sur le temps. Et les gens savent, et c'est pas simplement de se poser la question du fait que plus on monte, moins il y en a. Pape Diouf est super clair. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu de volonté de la Fédé, ni de promouvoir ces enjeux, ni d'en parler d'une manière dynamique et positive. Alors oui, il y avait le discours sur l'antiracisme dans les stades, ce qui évite d'aborder toutes les questions en fait. C'était gentil, il y avait le programme de la LICRA, on venait, on mettait un brassard, coucou, un peu de truc, les ballons s'envolaient, allez, il n'y a plus de racistes, et le racisme est parti avec les stades et les cris de singe. Sauf que derrière, on n'a pas parlé de la question identitaire, on n'a pas parlé de c'est quoi être français, on n'a pas parlé de ces gens qui, après avoir été des joueurs, allaient pouvoir être promus. Vous savez comme moi que c'est le jour où vous avez un Roselma qui est une Audrey Pulvar à la télé qu'on a envie de devenir journaliste quand on est jeune.
Eh bien, si vous n'avez jamais de patron à la Fédé, et je me souviens de votre super édito dans le JDD que vous aviez écrit, qui était super virulent. Pour l'époque, c'était vraiment de la flamme, qui expliquait très clairement une situation. Et bien, à un moment, les gamins, ils se disent, OK, on est bon à courir, mais on ne sera jamais bon à être à la Fédé un responsable fédéral, un responsable qui prend des décisions, quelqu'un qui évite les quotas, qui pense les politiques publiques, qui va travailler sur des enjeux d'intégration dans les quartiers, qui va éviter ce que l'on ne dit pas. Il y a quand même un match sur 6 actuellement amateur où les gens ne jouent pas pour des raisons, ou parce que c'est chaud dans certains quartiers, ou parce qu'une équipe ne veut pas jouer avec une autre. Notre débat, il n'est pas que chez les professionnels, il est aussi chez les gamins tous les week-ends. Donc si à un moment en haut, vous avez des gars, qui ne comprennent pas, et j'ai bien dit des gars, parce qu'il n'y a pas plus de femmes, des gars parce que les femmes aussi auraient pu éviter le débat sur les quotas et les dérapages, des mecs comme moi de plus de 50 ans, blancs comme moi, qui réfléchissent entre eux à un problème dont ils ne comprennent rien. Généralement, la réponse politique, ou statutaire, ou technique, elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas être bonne, puisqu'ils ne comprennent même pas la question qu'ils se posent. Ce n'est pas une question de quota, c'est justement une question de représentativité dans un monde mondialisé de gens qui peuvent choisir le pays où ils vont vouloir jouer. Demain matin, on ne sera pas choqué si le fils Zidane il vient jouer en France alors qu'il a été formé au Real. On sera très content de le récupérer. Et là, vous n'aurez personne à la Fédé qui dira « Ah ouais, mais attendez, il n'a pas été formé chez nous, c'est normal, il ne doit pas jouer en équipe de France. » Ce qui se passe là actuellement, c'est qu'on est dans une politique sans s'en rendre compte, où les gens ont encore des morphotypes, et Sagnol n'est que la partie émergée d'un iceberg qui est beaucoup plus profond. On va une petite histoire en 20 secondes. On a proposé à Lambert, aux organisateurs de l'Euro, que dans les fan zones, on puisse raconter l'histoire de ces immigrations en équipe de France sur le siècle. Toutes ces différences. La réponse de l'équipe de Lambert et de Lambert, c'est « Oh là, c'est beaucoup trop chaud comme sujet. C'est identitaire. Les gens ne vont pas s'identifier. » Alors ce monsieur-là, si on lui donnait en plus les manuels scolaires que d'arriver à construire des stades et à faire l'euro, ce serait une vraie catastrophe parce qu'il pense que parler d'immigration, raconter le récit, c'est déjà un dérapage identitaire. Vous ne voulez pas en plus que ce monsieur contribue à l'intégration et au mieux vivre. Non, 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 il fait son business. On peut faire une expo sur une marque de bière, mais on ne peut pas faire une expo sur justement ces gamins qui vont se dire que c'est leur équipe. Quand vous leur parlez de Ben Barek, de Raoul Diagne, quand vous leur racontez une génération, c'est leur équipe, l'équipe de France. C'est pas une autre équipe, c'est leur pays, la France. Sauf que vous avez des responsables, alors là, très très haut niveau, qui s'appellent Lambert et qui dit « Oh là, on ne parle pas de ça. On décapite tout ce qui pourrait déranger, on fait un truc tout lisse, et après on s'étonne que ces gamins ne soient pas éduqués à la passion du maillot. Mais en même temps, on leur a enlevé les 2/3 des raisons de l'être et de s'associer à ça. Là, il y a une responsabilité des élites, et ces élites, justement, elles sont blanches. Après, à vous d'en déduire ce que vous trouvez normal ou anormal dans ce processus qui fait qu'elles continuent à être blanches. Et elles sont aussi timorées dans la façon de qualifier certains propos qui les renvoient à être exclus du groupe.